Pour une nouvelle édition d'Europe Midi, il est déjà 13h31, c'est Crime Story. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le fantôme derrière la porte d'Henry Ken. Un bel après-midi neigeux de janvier, ma secrétaire introduisit mademoiselle Sylvia Troy dans mon bureau. Sylvia Troy était petite, très jolie, très féminine, âgée d'une trentaine d'années. Des cheveux roux, ondulés et coupés courts encadraient un visage rond et lisse, avec deux immenses yeux bruns. Son regard était vague, absent, lointain et perdu, détaché d'elle-même au lieu d'en être l'émanation. Elle resta debout, moi toujours assis derrière mon bureau, je me trémoussais mal à l'aise. « Asseyez-vous donc, mademoiselle Troy. »« Merci beaucoup, monsieur Chambers. » Elle s'assit dans le fauteuil placé à côté de ma table. Elle avait une voix ravissante, sonore, magnifiquement timbrée, très féminine, mélodieuse. Elle ouvrit son sac et en sortit $300, referma le sac et posa l'argent sur mon bureau. J'y jetai un coup d'œil, mais n'y touchai pas. Voici vos honoraires, monsieur Chambers. Je suis désolé, mais je ne peux pas donner plus. Est-ce suffisant? $300 représentent une somme acceptable ou non, suivant ce que vous voulez de moi, mademoiselle Troy. Je veux que vous conjuriez un fantôme, monsieur Chambers. Que je fasse quoi? Que vous conjuriez un fantôme qui a déjà tué une personne et qui menace d'en tuer deux autres, monsieur Chambers. Mademoiselle Troy, l'exorcisme ne fait pas précisément partie de mes activités. Si votre prétendu fantôme a tué quelqu'un, vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Ça n'est pas un détective privé qu'il vous faut, c'est la police. Je ne peux pas m'adresser à la police, monsieur Chambers. Et pourquoi donc? Parce que si je raconte mon histoire à la police, ce serait m'incriminer, moi et mes deux frères, de meurtre. Il y eut un long silence. Elle, assise, abattue, et moi, fumant avec nervosité, cigarette sur cigarette. Expliquez-moi de quoi il s'agit, mademoiselle Troy. Voilà. Cela a commencé il y a 1 an environ, en novembre de l'année dernière. Nous étions 4 dans notre famille. 3 frères et moi-même. Adam était l'aîné. Adam avait 50 ans quand il est mort. Et les autres? Mon frère Joseph avait 36 ans. Simon en a 32 et moi 29. Vous dites que votre frère Joseph avait 36 ans, mademoiselle Troy? Oui. Mon frère Joseph s'est suicidé, ou est censé s'être suicidé, il y a 3 semaines. Étant beaucoup plus âgé, Adam nous a pratiquement servi de père. Adam était célibataire et très riche. Il avait le chic pour gagner de l'argent, alors que nous autres, en matière d'argent, nous n'étions pas des lumières. Joseph était représentant en chaussures, Simon est commis dans une pharmacie, et moi, je passe en attraction dans un nightclub. Et ce que je fais, je dois l'avouer, ne vaut pas très cher. Vous travaillez dans un nightclub, mademoiselle Troy? Qu'y faites-vous? J'ai un numéro vocal. J'étais ventriloque et maintenant je suis imitatrice. Je fais des imitations, vous voyez? Oh, rien de sensationnel. Mais je me débrouille. Et votre frère Adam, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il était agent immobilier et il savait jouer à la bourse. Il était très avare, voyez-vous. Jamais il ne nous a donné d'argent, sauf en cas d'absolue nécessité. Nous avons tous fait des testaments qu'on appelle réciproques. C'est-à-dire que si l'un de nous meurt,
ce qu'il laisse est réparti entre les autres. Et voilà que l'an dernier, Adam a fait un magnifique coup de bourse et il nous a proposé de passer des vacances ensemble, des vacances d'hiver. Il se chargeait de tous les frais. Une quinzaine de jours à skier, à s'amuser, à vivre au bon air dans le Vermont. 2 semaines dans un site féerique. Je ne sais pas comment cela s'est fait. Peut-être avions-nous tous la même idée en tête. Peut-être étions-nous tous contaminés par ce venin. Mais c'est Joseph qui en a parlé le premier. Mais de quoi votre frère Joseph a-t-il parlé, mademoiselle Troy? De nous débarrasser d'Adam. Adam dormait dans la chambre au-dessus et nous étions, nous 3, en bas à boire, n'ayant pas sommeil. Et soudain, nous nous sommes avisés que nous pourrions avoir une fortune pendant que nous étions encore assez jeunes pour en profiter. Le lendemain, vêtus de costumes de ski confortables, nous sommes partis en exploration dans les montagnes. Nous avons pas mal monté. À un moment donné, Adam s'est trouvé au bord d'une crevasse, un ravin de près de 600 mètres de profondeur, avec un petit torrent au fond. Soudain, Joseph s'est approché par derrière, l'a poussé, et Adam est tombé. C'est tout. Il est tombé. Jusqu'en bas. Le verdict du coroner a été mort accidentelle. Ouais. Bien, ça, c'était le récit compromettant, mademoiselle Troy. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi, quel fantôme a tué qui? Le fantôme d'Adam a tué Joseph. Non, mademoiselle Troy. Il y a seulement quelques minutes, vous m'avez dit que votre frère Joseph s'était suicidé. Excusez-moi, monsieur Chambers. Ça n'est pas ce que je vous ai dit. J'ai dit est censé s'être suicidé. Oui, c'est vrai, vous m'avez dit ça. Mais cependant, quelle différence cela fait-il? Comment peut-on le savoir? Monsieur Chambers, j'habite au 133, 33e rue. Un studio situé au 4e étage. Il y a 2 mois, le 15 novembre, 1 an exactement après sa mort, Adam est venu me rendre visite. Non, attendez une minute, mademoiselle Troy. Adam, c'est bien celui qui est mort en montagne, non? Adam, c'est bien celui que vous avez soi-disant assassiné, n'est-ce pas? Oui, monsieur Chambers. Et il est venu vous rendre visite? Oui, monsieur Chambers. C'est cela même. L'après-midi du 15 novembre, je suis allé faire des achats au supermarché. À mon retour, Adam était là, dans un fauteuil, à m'attendre. Il était exactement vêtu comme au jour de sa mort. Il portait les mêmes vêtements qu'il avait ce jour-là. Les souliers montants, le costume de ski vert avec un bonnet assorti. Il a dit qu'il était venu pour nous punir. Il a déclaré qu'il allait tuer Joseph d'abord, puis Simon, puis moi. Ensuite, il s'est levé, il a ouvert la porte et il est parti. J'ai immédiatement téléphoné à mes frères. Ils sont venus chez moi et je leur ai tout raconté, tout ce qui s'était passé. Naturellement, monsieur Chambers, ils ne m'ont pas cru. Ils ont fini par me persuader que je me montais la tête. Je n'ai donc rien fait, même quand Joseph a été tué. Oui, enfin, disons suicidé, mademoiselle Troy, même s'il s'agit que d'une présomption de suicide. Monsieur Chambers, Joseph est mort après s'être tailladé les poignets. Or, il n'y avait pas le moindre objet tranchant dans l'appartement. Mademoiselle Troy, j'arrive pas à comprendre. Vous n'avez rien fait à l'époque. Pourquoi voulez-vous agir aujourd'hui? Parce qu'Adam est venu me voir hier soir, monsieur Chambers. Il a dit que ce serait maintenant le tour de Simon. Puis, il s'est levé, il a ouvert la porte et il est parti. Et vous, qu'avez-vous fait? Je me suis évanoui. Je vous en prie, monsieur Chambers, voulez-vous m'aider? Je vous en supplie, s'il vous plaît. Et voilà.
première fois de ma vie professionnelle, j'allais me colter avec un fantôme. Mais ce fantôme existait-il vraiment? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. L'appartement se trouvait au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. C'était un studio. Une pièce de dimension modeste avec une minuscule penderie, une minuscule cuisine et une minuscule salle de bain. Il n'y avait pas de fenêtre dans le placard cuisine, mais il y en avait une dans la salle de bain et 2 dans la pièce principale, chacune nantie d'un solide verrou intérieur. Mais la serrure de la porte d'entrée était parfaitement insuffisante. Elle était simple et antique et il n'y avait pas besoin d'être expert pour l'ouvrir. J'ai fait venir un serrurier qui installa une robuste serrure moderne et un gros verrou d'acier. Il y a des chances pour que vous n'ayez plus de visite fâcheuse, mademoiselle Troy. Au revoir. Simon Troy travaillait dans une modeste pharmacie au coin de la 74e rue et de Columbus Avenue. C'était un tout petit bonhomme blond avec des yeux bruns chiots éplorés, un teint couleur de cuir pâle et de petites dents jaunes. Je lui dis qui j'étais et pourquoi je me trouvais là. Je lui dis tout ce que sa sœur m'avait raconté et je le mis au courant de la somme qu'elle m'avait payée. Monsieur Chambers, vous devez comprendre, je pense, à quel point je suis inquiet pour ma sœur. Elle est malade, monsieur Chambers. Je suis certain que vous avez dû vous en rendre compte. Monsieur Troy, voudriez-vous m'expliquer ce qui s'est réellement passé pendant ces vacances à la montagne? Ce qui est arrivé à Ado? Oui, s'il vous plaît, monsieur Troy. Nous n'étions même pas à côté de lui. Il s'était approché pour jeter un coup d'œil dans cet abîme, mais nous nous trouvions assez loin, à pas mal de mètres en arrière, tous les trois ensemble. Il a dû, à mon avis, avoir une attaque, un vertige. On l'a entendu hurler quand il a glissé, et puis il a disparu. Monsieur Troy, savez-vous pourquoi votre sœur a inventé une histoire pareille? Oh, je crains qu'il y ait une explication, monsieur Chambers. À mon avis, elle fait de la dépression nerveuse. Mais à cause de quoi, monsieur Troy? Monsieur Chambers, Sylvia vous a certainement parlé de nos testaments réciproques, n'est-ce pas? Eh bien, la fortune d'Adam, déduction faite des impôts, nous a permis d'hériter chacun d'environ 50 000 $. Mon frère Joseph et moi, on a mis cet argent de côté et on a continué à vivre modestement, mais il n'en a pas été de même pour Sylvia. Elle a quitté son travail au nightclub, elle a voyagé en Europe et en l'espace d'1 an, elle a dissipé intégralement son héritage. Elle a été obligée de se remettre à travailler pour gagner sa vie. Et aussitôt, dès le début, elle a commencé à agir de façon bizarre. Elle s'est mise à discourir à propos d'un complot, notre complot, pour tuer notre frère Adam. Et maintenant, cette affreuse histoire de fantôme... Monsieur Troy, votre frère Joseph, son suicide, pourriez-vous m'en parler? Oh, il n'y a pas grand-chose à dire, monsieur Chambers. Joseph était un être très doux, simple et méticuleux. Il y a 6 mois environ, il a été pris de maux d'estomac, de nausées, de vomissements, vous voyez. Une radio a révélé l'existence d'une tumeur à l'estomac. Les médecins estimaient qu'elle était bénigne, mais Joseph était persuadé du contraire. On a choisi une date pour l'opération. Hélas, il s'est suicidé avant. Oui, je sais. Il s'est tailladé les poignets. Mais comment expliquez-vous qu'on n'ait jamais retrouvé la lame de rasoir, monsieur Troy? Je vous l'ai dit, monsieur Chambers, Joseph était méticuleux, maniaque. Il a fait disparaître la lame dans la cuvette des toilettes. La police a été parfaitement d'accord avec mon hypothèse. Somme toute, j'étais son frère. Je le connaissais, n'est-ce pas? Oui. Merci, monsieur Troy. Monsieur Chambers, s'il vous plaît. Oui, monsieur Troy. Monsieur Chambers, je crois que vous devriez rendre cet argent à ma sœur. Pourquoi, monsieur Troy? Elle n'a pas besoin d'un détective privé, monsieur Chambers. Elle a besoin d'un médecin. Ouais, je partage votre opinion, monsieur Troy. Mais je préfère ne pas lui rendre l'argent. Inutile de lui causer un choc supplémentaire, n'est-ce pas? Je vous l'apporterai, je ne l'ai pas sur moi, je vous le déposerai chez vous dans la soirée. D'accord? D'accord. Merci, monsieur Chambers. Alors, à ce soir.
Vous savez où j'habite? Oui, mademoiselle Troy m'a donné votre adresse. Je travaille ce soir jusqu'à 10 heures, si bien que je ne serai pas chez moi de très bonne heure. Eh bien, monsieur Troy, disons que je passerai chez vous vers minuit. Au revoir, monsieur Troy. À 10 heures du soir, ce même jour, ayant en poche les $300 de Sylvia Troy, je m'installais à une table au fond de la salle du nightclub Bella. Et j'assistais au spectacle. Le nightclub Bella était sombre et sans prétention. Le service était loin de la perfection, les consommations étaient mauvaises, et le numéro de Sylvia Troy pas meilleur. Son registre vocal était extraordinaire. Il allait du baryton le plus grave au soprano aigu des femmes âgées, en passant par le ténor, l'alto, le contralto et le mezzo-soprano. Mais ses imitations manquaient de finesse. Ses thèmes étaient minables, la mise au point déplorable, et elle débitait ses lamentables petites plaisanteries sans une miette de talent. Je quittais la salle au beau milieu de son numéro. J'avalais une bière et un sandwich au bar du coin, et à minuit, j'allais à l'appartement de Simon Troy. J'appuyais sur la sonnette. Pas de réponse. J'appuyais de nouveau. Rien. J'essayais la poignée. La porte n'était pas fermée à clé. Et j'entrais. Simon Troy était assis, le regard fixe, les coudes appuyés au bord d'une table mise pour deux. Sur la table devant lui, il y avait un grand verre à cocktail vide, mis à part une olive au fond. Simon Troy avait les prunelles dirigées vers une chaise vide en face de lui. Sur l'autre côté de la table, devant la chaise vide, il y avait un verre à cocktail plein jusqu'au bord, intact. Je m'approchais vivement de Simon Troy, l'examinais, puis allais au téléphone appeler la police pour signaler un décès. Le policier de service était mon ami le lieutenant Pacino de la brigade criminelle. Ces experts déterminèrent sans tarder que la mort était due à un empoisonnement au cyanure. L'olive, au fond du verre vide, était imprégnée de ce poison. Il y avait des empreintes de Simon Troy sur le verre, l'autre verre ne contenait pas de poison et il n'y avait aucune empreinte digitale dessus. L'examen de l'appartement ne permit pas de retrouver le moindre récipient qui eût pu contenir le cyanure. Le corps de Simon Troy et les pièces à conviction furent enlevés, et le lieutenant Pacino me demanda de lui dire ce que je faisais là. Alors je lui racontai toute l'histoire, de A jusqu'à Z, sans oublier le fantôme. Et je lui expliquais ce que je faisais chez Simon Troy. Après 15 secondes de silence, Pacino m'invita à le suivre au nightclub. Nous allions voir mademoiselle Troy. Je suis rentré chez moi à 4 heures du matin. Le téléphone sonnait quand j'ouvris la porte. C'était Sylvia Troy. Monsieur Chambers, s'il vous plaît, monsieur Chambers, il m'a téléphoné. Qui ça, mademoiselle Troy? Adam. Quand? À l'instant, monsieur Chambers. Il a dit qu'il venait me chercher. Ne bougez pas, j'arrive. Je coupais et appelais Pacino afin de le mettre au courant. Amenez un bon renfort d'hommes et d'artillerie, lieutenant, comme pour coincer un assassin. Je vous attendrai en bas. Outre le lieutenant Pacino, il y avait 3 sergents de police et 3 agents en uniforme, dont un était armé d'une carabine. À la porte de Sylvia Troy, je sonnais. Une voix grave répondit. « Oui, qui est là? »« Peter Chambers, je veux parler à mademoiselle Troy. »« Elle n'est pas ici. »« Mais c'est un mensonge, je sais qu'elle est là. »« Elle ne veut pas vous parler. »« Mais qui êtes-vous? »« Ça ne vous regarde pas. Allez-vous-en. Je vous préviens, j'ai un revolver à la main. Si vous ne partez pas, je tire à travers la porte. » Pacino me poussa de côté et cria « Ouvrez, police! Ouvrez cette porte ou nous tirerons. Je vais compter jusqu'à 3. Si vous n'ouvrez pas, nous ferons sauter la serrure. 1, 2, 3. » Rien ne se passa. Pacino fit signe au policier qui tenait la carabine et celui-ci épaula. « Ouvrez, dernier avertissement. » Toujours rien. Alors Pacino abaissa l'index en direction du policier. Un flot de balles cribla la porte. Il y eut un hurlement déchirant, un bruit de chute, puis ce fut le silence.
Pacino appela ses 2 sergents, 2 grands gaillards qui défoncèrent la porte. Sylvia Troy gisait à terre, tuée par les balles de la carabine. Il n'y avait personne d'autre dans le studio. La porte avait été fermée à clé et au verrou. Les fenêtres étaient closes et bloquées de l'intérieur par leur propre verrou. L'inspection fut rapide. Il n'y avait dans cette pièce que nous et le cadavre de Sylvia Troy. Diable, chuchota le lieutenant. Qu'est-ce que vous en pensez, Chambers? Lieutenant, je pense que décidément je ne crois pas aux fantômes. Je ne crois pas aux fantômes peut-être parce que je refuse d'y croire. Voyez-vous, dans le cas de l'affaire Troy, il s'agit pour moi tout simplement de désir homicide, d'hallucination, de complexe de culpabilité, de châtiment, d'autopunition et de dédoublement de la personnalité. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec mes conclusions. Peut-être serez-vous de cela. Peut-être croyez-vous aux fantômes, vous. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui le fantôme derrière la porte d'Henry Kane.